il faut que tu aies des équipes ultra engagées, il faut que tu aies des équipes commerciales dédiées à l'activité parce que souvent, sinon, elles savent pas le vendre. Et il faut que tu aies une marque dédiée. C'est une bataille constante en fait. Les business, ils ont peur de perdre leur biz, quoi. C'est ça. Mais de toute façon, notre activité, on travaille tous les deux. Du coup, on travaille en ligne. Il y a toujours des nouveaux trucs à apprendre. Soit tu te prends la vague, tu l'as subi. Donc le projet pour moi là, à très court terme, c'est de doubler déjà le revenu. Avec l'expérience maintenant, donc en fait, tu es capable de prendre peut-être plus de risques sur ton modèle d'affaires. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, tu es hyper serein sur ta capacité à améliorer un site, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis avec un collègue, Étienne. Salut. On se connaît depuis pas très longtemps, ça fait genre 1-2 mois. Ouais. Et on en parlait juste avant, on se capte à chaque fois en soirée. On n'a pas trop le temps de discuter un petit peu de nos parcours. Et bah vas-y, tu sais quoi, je te laisse déjà te présenter à ceux qui te connaissent pas. Ouais, bah avec plaisir. Bah merci pour l'invitation. Au plaisir. C'est cool. Effectivement, c'est mieux de discuter là posé qu'à chaque fois en soirée. Moi, je m'appelle Étienne, j'ai 35 ans maintenant. Ça passe. Et ouais, donc j'ai pas mal d'entreprises basées en France, à Paris, et j'ai déménagé en Thaïlande à Bangkok, donc il y a à peu près 1 an. Et voilà, il y a que 1 an. Ouais, il y a que 1 an. Mais j'habitais ici il y a 10 ans en fait. Ah oui, voilà, c'est ce que je me souviens. J'habitais ici il y a 10 ans. En fait, j'ai commencé mon parcours professionnel entre guillemets après l'école ici. Et je suis resté 2 ans et demi et je suis rentré à Paris. Et voilà, et là je fais des allers-retours, mais je suis un peu plus basé ici à Bangkok du coup. Ok, donc basé à Paris de base. De base, ouais. Ok. De base, ouais. Ok, donc ça fait 1 an que tu as bougé à Bangkok. Tu as bougé à d'autres endroits avant de venir ici d'ailleurs J'avais un peu voyagé l'année dernière, j'ai fait, mais pas énormément, tu vois. Je regardais, en fait, je voulais changer de pays, quoi. Je cherchais un autre lifestyle et j'ai fait Dubaï, enfin j'ai fait un peu les classiques, quoi. J'ai fait Dubaï, j'ai été à Miami aussi. Je regardais un peu ailleurs en Europe, je me suis dit où est-ce que c'est sympa, où est-ce que je me verrais bien. Et même en France aussi, sud de la France, enfin je sais pas, j'étais vraiment sud de la France aussi. Ouais, sud de la France, j'étais vraiment en questionnement, quoi, où est-ce que je vais, parce que ça fait quand même un peu loin, tu vois, de Paris. Ouais. Mais ouais, et puis au final, je me suis dit, je connaissais déjà la Thaïlande, donc j'avais déjà des attaches, des potes, une entreprise ici. Je me suis dit, en fait, c'est... Ok, excellent. Ouais. Au niveau de tes business, pour en revenir là, je pense qu'on repartira, rester là, on va repartir sur la partie Bangkok parce qu'il y a pas mal de choses à discuter aussi. En plus, tu as un business à Bangkok, donc super intéressant. Au niveau des business concrètement qui t'ont permis aussi de devenir un petit peu expatrié, c'est quoi principalement, sur quoi tu bosses Ouais. Donc moi j'ai une boîte qui s'appelle Junto à Paris, donc c'est une boîte de services marketing en fait, services d'entreprise. Donc j'ai démarré ça en 2016. Moi à la base en fait j'ai bossé dans une autre boîte qui faisait des ads sur Google à la base, qui s'appelait Effilab, qui s'appelle toujours Effilab d'ailleurs, de 2014 à 2016. Donc quand je suis rentré en fait de Bangkok la première fois. Et ensuite donc j'ai créé Junto en 2016. À la base on faisait vraiment... On gérait l'acquisition, les pubs méta pour des e-commerçants. À la base, vraiment, c'était le modèle en 2016. Et en fait, au fur et à mesure des années, on a proposé plus de services. Donc aujourd'hui, on a 5 services. On a le Pay Media, le SEO, le tracking, la créa et le CRM. Ok, complet, hein. Complet, voilà. Et donc, on vend du temps homme, en fait, du TJ sous forme de forfait. Et on accompagne les entreprises à générer plus de leads ou plus de ventes. Donc ça, c'est le plus gros de mon activité. Donc il y a plusieurs entités et c'est principalement une clientèle française, même parisienne. Ok, excellent. Je mettrai le lien pour ceux qui veulent aller voir un petit peu ce que tu fais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai une agence, mais je la gère vraiment en petit flow. J'ai pas trop de clients. Je vais essayer de filtrer à fond. Toi, comment ça marche? Est-ce que déjà, tu as bien délégué ton agence? Quel est ton rôle dans cette boîte-là? En fait, moi du coup, l'approche que j'ai eue sur Junto, c'était vraiment de scaler la boîte et de faire en sorte qu'elle puisse en fait exister au-delà de mon propre nom. En fait. Donc ça, c'était dès le début, c'était mon objectif. Et donc voilà, là, ça fait 10 ans quasiment. C'est maintenant. énorme. Ouais, c'est assez long.
ça prend du temps, mais en fait, on a eu une très belle croissance, on va dire, de 2017 à 2022. Et on s'est vraiment imposé dans le secteur des agences en fait en France, particulièrement sur le digital, pour plusieurs raisons. Mais voilà. Donc en fait, aujourd'hui, comment on est organisé? J'ai un directeur général qui gère l'entité et des équipes donc sur place. Et moi, mon rôle en fait, donc j'ai juste pour dézoomer un tout petit peu, donc j'ai Junto d'un côté, et à côté de ça, j'ai l'ambition de créer un groupe avec d'autres entreprises de services. Et donc moi, mon rôle en fait, si tu veux, c'est de développer le groupe et de faire en sorte qu'on fasse une opération capitalistique à horizon 2028. Donc principalement, mon travail concrètement, ça va être de recruter les bonnes personnes pour gérer les activités. Ça va être de travailler sur des projets transverses. Moi, je suis beaucoup sur le market sales, donc c'est vraiment réussir franchement à gérer de la clientèle, faire rentrer du business. Et après, c'est travailler sur des projets transverses, genre par exemple mettre l'IA dans toute l'organisation ou tu vois, racheter ou vendre un truc ou faire une activité. Ça va être plus des éléments sur lesquels les équipes ont moins le temps de bosser au quotidien. Donc c'est plus de la structure et derrière je regarde aussi les stats et je coach. Et voilà. Donc, en fait, en ayant ce recul, à la fois géographique et aussi en termes de position, j'arrive à dire là en fait il y a un sujet, on va pas assez vite, ou en termes de KPI c'est pas bon, ou au contraire c'est bien, etc. Donc j'arrive à avoir cette vision un peu plus d'ensemble. Par contre, dans le day-to-day, je suis moins opérationnel, on va dire. Donc mais ça a été dur d'en arriver là. Ça a été. Ça fait 10 ans, ouais. Ça fait 10 ans, et c'est aussi trouver les bonnes personnes pour gérer la boîte au quotidien. C'est avoir cette relation aussi de proximité avec son équipe proche. C'est accepter aussi d'une certaine manière que ça va pas toujours dans le sens qu'on aimerait que ça aille parfois. Enfin, voilà, c'est les sacrifices. J'ai 2 questions qui m'ont pop là par rapport à ce que tu me dis. Le premier, c'est du coup, tu parlais de capitaliser un peu le truc. En gros, tu veux peut-être rajouter des structures qui peuvent être complémentaires avec Junto, du coup, qui puissent faire grossir en fait. En fait, dans le secteur on va dire des boîtes de services au sens large. Souvent, ça se construit ça se construit en fait en tant que groupe avec plusieurs entités. Parce que c'est des business qui sont assez people intensive, quoi. Donc c'est un ensemble de personnes qui vont tenir des clients en direct. Souvent, ça se fait beaucoup par de l'intuitu personnel. Donc c'est des boîtes qui sont plus dures à scaler. Mais typiquement, ce qui se passe, c'est que c'est des boîtes très intéressantes pour des fonds. Des fonds de capital investissement, parce que globalement c'est des activités rentables qui peuvent générer pas mal de cash quand elles sont plus grosses. Donc souvent en fait par exemple tu as des groupes qu'on connaît tous comme Havas ou quoi, qui en fait sont la somme de dizaines voire de centaines de plus petites entités. Et donc en fait moi à ma petite échelle entre guillemets, le but c'est de reproduire ça. Donc en fait c'est comme la franchise, de faire une sorte de franchise de l'agence, avec un modèle un peu plus intégré que la franchise, ou plutôt de la succursale de l'agence. Et donc en fait d'avoir plusieurs entités qui effectivement bénéficient de process communs et d'une base commune. Donc c'est-à-dire qu'on a le CFO, directeur financier, qui est au niveau du groupe. On va avoir des ressources marketing et commerciales au niveau du groupe. Et ensuite, les entités vont gérer plutôt les opérations, le delivery du service. Chacune gère son truc, quoi. C'est ça. Donc en fait, on a des marques fortes sur leur, par exemple, Ibiki. C'est notre marque CRM. Donc en fait, il y a une équipe dédiée à la gestion et l'implémentation du CRM. Et voilà, ils vont bénéficier d'un CFO qui vont payer au niveau du groupe, ou potentiellement de sales aussi au niveau du groupe. Par contre, toutes les opérations vont se faire au niveau de leur entité, quoi. Donc ça permet de mutualiser des ressources. Et derrière, ça permet aussi de valoriser un groupe en fait qui va pouvoir accompagner un client 360. Surtout que du coup, c'est localisé en France. Donc d'où l'intérêt en fait de faire un écosystème comme ça, quoi. En fait, ça a plusieurs intérêts. C'est que on a eu le problème avec Junto. En fait, c'est parti du constat qu'on n'arrivait pas
à un moment donné à passer une certaine étape de croissance avec Junto parce qu'on avait 5 services sous la même enseigne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux pas. En fait, pour faire émerger une activité, il faut que tu aies une marque. Il faut que tu aies un. Tu vois, pourquoi j'irais m'adresser à Junto pour du CRM alors qu'ils sont connus en médias. C'est vrai. Et donc, pour faire un peu la différence dans le mindset du client, il faut que tu aies des équipes ultra engagées, il faut que tu aies des équipes commerciales dédiées à l'activité parce que souvent, sinon, elles ne savent pas le vendre. Et il faut que tu aies une marque dédiée. Donc, c'est pour ça, en fait, d'où le côté créer une marque dédiée. Et ensuite, après, tu as plein d'avantages à un groupe. Je te donne juste un exemple. Souvent, c'est du leverage, c'est des effets de levier financiers, c'est-à-dire que par exemple, tu vas. Juste prenons ce directeur financier. Imaginons il est payé par 4 entités. Son salaire, 10 000 € divisé par 4, il coûte 2 500 à chacune. Alors qu'en fait, ce type de profil-là, pour une entité, tu pourrais jamais te le payer en fait. Donc en fait, tu mutualises des coûts comme ça. C'est super intéressant vu comme ça. Et donc en fait, mutualisation des coûts, ça veut dire qu'en plus, tu fais plus de résultats par boîte, donc tu as une meilleure valo. En plus, par exemple, tu peux demander à la banque de financer au niveau de la holding. Enfin, tu as plein d'effets de levier potentiels. Ça, c'est intéressant avec le système français, quoi. J'en parle souvent avec des collègues, et même moi, j'ai des élèves qui me disent Paye, je fais quoi Est-ce que je quitte la France, je vais en Thaïlande et je fais un max de cash ou est-ce que je reste en France Je leur dis, moi, c'est simple, le schéma, il est très simple. Tu veux rester en France en e-commerce, tu montes ta holding, tu mets tout ton cash pendant 1 an ou 2 dans la holding, tu achètes de l'immobilier. Et dans 5 ans, t'es millionnaire, tu vois, facilement, tu vois. Et je leur dis, si tu veux pas faire ça, tu viens en Thaïlande, tu fais un max de cash et tu seras millionnaire, c'est ce que tu pourras acheter en cash, tu vois. Donc il y a deux schémas. Je pense beaucoup à ce schéma-là et c'est vrai que ça peut, enfin, quand tu vois, c'est une excellente question. Parce qu'on en reviendra aussi après. Du coup, tu as ce business-là, mais tu as un autre business aussi de. Vous allez voir, hein, on y vient, super intéressant. Mais j'ai une dernière question aussi à te poser. Du coup, moi j'ai compris, tu fais du B2B principalement. Tu prends des grosses boîtes. Du coup, j'imagine c'est du high ticket. Tu as des gros tickets avec eux, tu fais des prestats. Ça, c'est intéressant. C'est quoi au niveau des clients que tu arrives à avoir en termes de church? Je sais pas comment on dit en français. Combien de temps il reste avec toi en général? De churn? Ouais, de churn, j'y arrivé. Ça dépend des business. Typiquement, si je prends un Ibiki, on a très peu de churn parce que c'est des clients, souvent c'est des plus grosses boîtes industrielles qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre, etc. Donc c'est assez stable une fois que c'est signé, ça prend plus de temps à signer par contre. Avec Junto, on est un peu plus sur du mid-market, donc on va avoir des boîtes vraiment de toute taille. À partir du moment où elles font 2 millions de chiffres, tu vois, un peu plus ou moins. Et là, tu as des churns qui sont quand même assez importants. Donc, qu'on essaye bien sûr de réduire, mais tu as juste des raisons naturelles de je relance un processus d'appel d'offres, ou je baisse mes budgets, ou j'ai un changement d'interlocuteur. On va avoir plusieurs opportunités, on va dire, de churn. Et donc là, c'est pour ça que c'est important d'acquérir toujours des nouveaux clients. Donc, pour ça qu'on a une équipe commerciale, on a du market et tout. Mais pour donner des chiffres, souvent sur des agences, on va dire vraiment mid-market, tu vas être sur des churns. Si tu es best in class, tu es à 2% par mois, quoi. Parce que moi, pour te dire, tu churns beaucoup en final. Moi, j'ai une mini-agence. Voilà, je crois qu'on a tapé 20-30K en recurring, tu vois. Et j'ai jamais cherché. J'ai eu ce que tu me disais. En fait, j'ai taille humaine, tu vois. Et j'ai fait un module dans la formation de Jomi Denzel, je sais pas si tu connais. C'est un très gros formateur, je pense le plus gros en France. Je connais, Et bref, j'ai toujours des gens qui viennent me voir. Et en fait, j'ai dû mettre un filtre parce que les gens ils viennent me voir, paye, puis tu te rends compte au bout de l'appel, et en fait, ils ont 300-500 euros de budget par mois. Et là, je leur dis, en fait, fais-le toi-même, tu vois, tu rentres le soir chez toi et tu fais ton truc. Et du coup, j'essaie en fait de monter déjà le pricing et de filtrer aussi, tu fais combien, est-ce que tu es prêt à investir? Parce que moi, je fais du SEO. Et les gens aussi, tu vois, dans les entreprises, ils attendent des résultats. Tu connais bien ça, tu vois, ils te disent, ok, tu fais du SEO, faut que ça arrive en combien de temps? Donc j'ai eu ce cas-là où maintenant je préfère avoir moins de clients, peut-être 1 ou 2 clients, mais que lui il te prenne 10K par mois et il sait que tu fais le taf, que ça suit. Donc c'est plus... En fait, je pense que ça dépend du marché, mais au début, souvent, tu es obligé d'être un peu plus permissif pour te développer.
Et après, tu peux mettre des filtres un peu plus élevés. Nous, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que quand tu démarres, tu vois, en fait, tu n'as pas de marque reconnue, tu n'as pas de cas client, tu n'as pas grand-chose. Ouais. Donc, en fait, tu as beaucoup de petits qui viennent te voir avec peu de budget. Et nous, maintenant, on a l'effet un peu inverse. C'est-à-dire que parfois, on a des trop gros cas clients sur le site, disant, mais en fait, moi, je ne suis pas une multinationale. Donc, en fait, eux-mêmes vont les prospects vont modérer et dire, en fait, je ne les contacte pas. Parce que j'ai pas le budget. Donc, avant, on avait beaucoup plus de leads de mauvaise qualité. Okay. Aujourd'hui, je pense avec la marque, parce que ça fait 10 ans qu'on est là. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, les cas clients. On a plus de qualité. Mais voilà, ça se fait dans le temps. Et on est toujours prêt à prendre des risques. Parce que tu vois, dans le métier du marketing, nous, on a aussi besoin de continuellement faire nos preuves. Et pour moi, la meilleure preuve qui existe, c'est quand même, pour une boîte qui a quand même un bon produit, un bon service et qui a envie de se développer, c'est aussi de prendre le risque parfois avec elle, de dire en fait, attends, on va te mettre en place un écosystème marketing qui va te propulser. Ouais. Et ça, quelque part, c'est aussi nous, notre métier de prendre ce risque-là. Donc, même si tu as un budget qui n'est pas encore énorme, si on sent qu'il y a une opportunité et que tu es quand même, tu es prêt à nous payer et y aller, souvent on suit, quoi. C'est aussi ça où tu peux t'adapter, tu vois. Et c'est comme ça que tu vois, il y a des très belles histoires. C'est-à-dire que là, on a des clients, ça fait 5 ans qu'on les suit. Ils investissaient 1 000 € par mois, là ils sont à 18 000 € par jour. Okay, tu vois, il y a des belles histoires, donc c'est pas évident, mais il y a des belles histoires et donc on y va quand même. Ouais. Ok, c'est super intéressant. En tout cas, je vois qu'il y a un gros projet même qui continue derrière tout ça. C'est top. Mais après, c'est vachement variable en fonction des business. C'est-à-dire, par exemple, tu vends de la créa, c'est beaucoup moins de récurrent. En fait, tu peux vendre plus de one-shot des plus gros, mais c'est beaucoup moins récurrent. Ouais. Alors que tu vends du CRM, ça va être des contrats peut-être de 2 ans avec des plus gros. Alors que tu vends du média, en fait, franchement, ça challenge. En fait, dès que tu n'as pas les perfs en média, tu challenges ton agence média. Donc, il y a un peu plus de churn naturellement. Donc, SEO, ça dépend, tu vois, ça dépend des... Il y a moins de churn, il y a un peu moins de churn en SEO, parce que les gens, ils savent que c'est un peu plus long terme, tu vois, donc ils sont prêts à accepter ce... Donc, c'est marrant, parce que chaque business a un peu ses caractéristiques, ce qui est normal, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il faut quand même, le mieux, c'est quand même de trouver pour n'importe quelle boîte, c'est quand même de trouver un modèle récurrent, parce que sans récurrent, tu as beaucoup de mal à scale, quoi. Il faut de la prévisibilité. C'est important, D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais, parce que en SEO, c'est clairement ça. Tu vois, imagine, tu prends un mec qui vient de lancer, moi, dans mon cas, qui vient de lancer son e-commerce, tu fais une presta blog, c'est pas top, tu vois, en termes de... Parce qu'il y a toute le momentum à créer. Et ils sont pas prêts à attendre la création du momentum. Et à l'opposé, tu as un client qui vient, qui a déjà son site, qui a déjà créé le momentum. Et lui, en fait, il veut juste garder le momentum. Et tu arrives, tu remplis ce momentum avec du contenu, l'optimisation des pages. Et là, en fait, lui, il sait que si il arrête la presta avec toi, il perd ce momentum, il va pas continuer de grosse. Et du coup, là, en effet, ça reste des bons clients. C'est surtout sur ça que je me concentre, en fait. C'est le plus intéressant. Les meilleurs profils sur lesquels bosser. C'est exactement ça. Sur les SEO, t'as vraiment t'as 2 cas de figure, même plusieurs, mais t'as le cas croissance et le cas assurance quelque part. Je trouve que quand t'as beaucoup de trafic, t'as plus peur de le perdre. Grave. Et quand t'en as pas, tu peux que en créer plus, quoi. Donc c'est Mais tu vois, nous aussi, notre métier, ça va être, par exemple, pour prendre le cas du SEO et donner des exemples un peu actuels. Tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus de GEO, d'IA, référencement dans les moteurs d'IA génératifs, etc. Et donc, nous, notre taf aussi, c'est de traduire un peu ces évolutions de marché en offres et de pouvoir conseiller nos clients avant qu'ils se prennent, je sais pas, moins 50% de trafic parce que y a AI Mode qui débarque en France et que j'ai des collègues qui ont eu ça récemment. Donc c'est ça, nous un des facteurs clés dans notre business, nous, c'est de lire les tendances franchement au moins à 6 mois, mais si possible à 1 an et plus, et de traduire ça en tiens, j'ai la bonne offre pour toi par rapport à ça, parce que c'est une bataille constante en fait. Les business, ils ont peur de perdre leur bis, quoi. C'est ça. Même de toute façon, notre activité, on travaille tous les deux. Du coup, on travaille en ligne. Tu vois comment ça va. Ça fait combien de temps du coup que tu fais même plus de 10 ans? Ça fait quoi? Plus de 10 ans. Moi, tu vois, ça fait faire 8 ans. Et je remarque que je fais toujours la même chose, e-commerce, SEO, un petit peu d'ads, etc.
Mais en fait, je me suis toujours mis sur la vague ou sur le côté, tu vois, pour essayer de la surfer de temps en temps, tu vois, parce qu'il y a toujours des nouveaux trucs à apprendre. Genre l'IA qui est arrivé il y a peut-être, je sais pas, 2 ans, peut-être maintenant, fortement. Moi, ça m'a fait un switch complet dans mon business. Un gain de temps. C'est plus. Il y en a qui vont dire ouais, j'ai moins d'employés. Non, en fait, tu as toujours autant d'employés, mais il faut que tu les prennes pour d'autres choses. Avant, tu prenais des employés pour rédiger. Maintenant, tu prends des employés pour vérifier que la rédaction, elle est bien rédigée par l'IA, tu vois. C'est un merdier, mais on s'adapte à fond. Et c'est ça qui est bien aussi, je pense, tu kiffes aussi, non? Dans le secteur, l'adaptation. Je pense que dans notre secteur, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tu bosses avec les plus grosses boîtes tech mondiales. Et donc en fait, tu es toujours quand même sur l'état de l'art de secteur et ça va vite. Donc moi, après, c'est un des trucs que j'essaye de faire à titre personnel, c'est de me dire, tu vois, là, l'IA, c'est de me dire en fait, vas-y, bing, c'est une opportunité de dingue pour aller te repositionner, pour aller regagner des parts de marché, pour aller. Parce qu'en fait, soit tu te prends la vague, tu l'as subie. Ouais, tu fais le lavabo, comment ça s'appelle la machine à laver. Ouais, c'est ça. C'est soit tu l'as subie, soit en fait t'en fais une force. Et donc moi je le vois un peu comme ça à chaque fois et j'essaye de lire les actus comme ça et de me dire ok comment on se positionne parce que en soi sinon tu peux le prendre dans les deux sens quoi. Donc ouais, c'est vraiment intéressant et puis on sait pas comment ça va évoluer. Enfin on voit que comment dire. En fait, il faut qu'on apprenne ce que veut le consommateur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en e-commerce. Il faut que tu sois toujours un pied en avance et savoir, putain, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le consommateur ait ce qu'il veut. Tu vois, notamment les entreprises avec qui tu signes, elles veuillent être devant le consommateur, en fait. Donc, il faut qu'on apprenne à être devant ton client en termes de qu'est-ce que lui il veut proposer et devant aussi le consommateur. Il faut qu'on voit tout le plan. Et c'est trop intéressant. Mais ouais. Moi, un truc sur lequel j'ai évolué un peu, je pense, dernièrement, tu vois, c'est que avant, je pense que j'étais un peu plus un junior ou pas un amateur, mais j'étais plus junior, forcément. J'avais moins d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et donc, au fil des années, je prends c'est normal, tu prends de plus en plus confiance en toi. Et là où avant, tu vois, sur une vague comme l'IA, j'aurais pu pas mettre les freins, mais me dire, en fait, essayer de conserver ce que j'ai. Aujourd'hui, tu vois, toutes les offres IA sont déjà sorties. J'ai déjà pris les devants, voire pitcher des trucs que les gens ne veulent pas encore, mais parce que je suis sûr que ça ira dans cette direction-là, tu vois. Et je pense qu'avec le e-commerce, c'est pareil, c'est qu'en fait, je pense qu'avec 10 ans d'expérience dans les pattes, les outils changent. Mais demain, tu sais quand même toujours ce que les gens veulent, et donc en fait, tu as peut-être plus de facilité à prendre cette nouvelle vague IA. Parce que t'as déjà, tu vois, c'est qu'un outil en plus finalement, mais au final, les gens ils veulent quand même la même chose, les mêmes produits, ou enfin. C'est exactement ça. T'as des similarités, tu vois. L'IA, tu vois, c'est pour imaginer le truc. On prend l'avion pour aller d'un point A à un point B. T'as plusieurs types d'avions. L'IA, en ce moment, c'est un Rafale. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu es obligé. Même moi, tu vois, au début, quand c'est sorti l'IA, j'étais en e-commerce et moi, je fais du SEO très propre, tu vois. Je fais en sorte que mon site, il vale tant aujourd'hui et qu'il vale plus demain. Quand tu fais du Black Hat, donc du SEO un petit peu sale, tu sais pas trop combien de temps ça va tenir. Et je me suis dit, IA égale Black Hat au début. C'était mon schéma mental. Et puis, je me suis dit un jour, vas-y, on s'en fout un petit peu. Et j'ai scrappé un site en mode catalogue. Je l'ai reposté sur le marché US. Et traduction, IA, machin. Et le bordel, il rank et il tourne depuis peut-être 3 ans, tu vois. Et c'est là où j'ai fait le déclic. J'ai fait, attends, j'ai rien foutu. Je travaille encore moins que sur mes autres sites où j'ai bien géré le truc. Et le bordel, il est encore debout. Donc, il y a un truc, tu vois. Et donc, c'est là où, pareil, moi, comme toi, j'ai switché. Je me suis dit, en fait, il faut tester. Faut sauter le pas. Donc, ok. Est-ce qu'on pourrait maintenant passer sur la partie business en Thaïlande? Carrément. Parce que c'est aussi intéressant. Donc, tu es arrivé, du coup, ça fait 1 an. Bon, tu connaissais bien la Thaïlande. C'est quoi un peu le schéma quand tu es arrivé? En fait, je cherchais à investir ici. Je cherchais à développer une activité ici. Ah ouais, carrément, direct. Direct parce que... juste pour... En fait, moi, je vois plus la Thaïlande comme un pays où je vis et pas juste comme un pays où je dors, entre guillemets, si je pourrais dire, comme ça. J'ai envie de m'intégrer un peu plus dans le terreau local, etc. Et je trouve ça intéressant. En fait,
moi j'aime bien bosser, je suis franco-américain de par ma mère, et j'aime bien bosser avec des étrangers, j'aime bien voir différentes cultures. Et la culture du business ici, elle est très différente. C'est vrai. Et elle est vraiment un peu plus à l'américaine en fait. Et du coup, voilà, ça m'intéressait, tu vois. Et à la base, je voulais investir dans une boîte ici. Donc j'avais regardé plusieurs projets, je me suis inscrit à des sites où tu peux racheter des business et tout. Il y a des sites intéressants, un truc qui s'appelle Smurger, c'est assez cool. Ça m'intéresse ça. Ouais. Tu en avais parlé d'ailleurs. Ouais, c'est assez cool parce que même si tu n'achètes pas, tu vois un peu les business listés, les trucs qu'il y a et tout. Et il y a beaucoup de restos, tu sais, business de bouche, de resto et tout. Je voulais pas faire ça. Et j'ai rencontré la copine d'un ami. Et qui avait ce projet en fait de clinique, qu'il avait déjà monté une clinique, qui est une médecin, c'est une médecin spécialisée en esthétique, qui avait monté avec un urologue du coup une clinique spécialisée dans la santé des hommes, santé sexuelle des hommes. Et du coup ça cochait pas mal de cases parce que en Thaïlande c'est le secteur du bien-être en fait, la chirurgie. Et de la chirurgie, c'est énorme, incroyable. c'est énorme. Et c'est énorme, c'est reconnu mondialement, ils ont des bons médecins. T'as des gros paniers moyens, t'as beaucoup d'étrangers. En fait, pas à toi que je vais l'apprendre, mais Bangkok c'est une ville très internationale, que ce soit des c'est ouvert. Ouais, c'est hyper. Moi je trouve que c'est le marché, hein, sans partir dans la vulgarité, mais quand tu vois le nombre de femmes au mètre carré qui ont le nez refait, les seins et souvent les lèvres, et énorme. Puis le botox, c'est aussi énorme. Une culture. C'est incroyable. Moi je viens de la France et notamment de la campagne, tu vois, genre. C'est mal vu. Ouais. Voilà, c'est mal vu en fait. C'est mal vu. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Alors qu'ici en fait c'est Moi, normal. quand j'en parle avec mes parents, ils me disent mais jamais, jamais je ferais du botox, mais t'es malade. Moi je pense. D'ailleurs, je vais faire du botox, je pense dans ta clinique bientôt. Ouais. Je le dirai pas à ma mère. J'aurais honte. Ouais. Elle va juste me dire mais tu te sens pas bien parce qu'elle verra plus mes rides quand je serai. Non mais c'est vrai que c'est un marché totalement différent de l'Europe en fait. Enfin, en Europe, il y en a aussi, mais c'est vrai qu'ici c'est très très démocratisé. Ouais. Et ouais, donc voilà, donc j'ai eu cette opportunité. Et juste pour dire un point sur le business, en fait, t'as des gros paniers moyens. T'as une grosse clientèle donc étrangère aussi qui vient se faire soigner et faire des soins ici parce que t'as quand même un prix plus bas. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, en gros, t'as une clinique de soins masculine, esthétique, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes comme package? C'est là où on va démonétiser la vidéo, je pense. Il y a plusieurs types. Mais en fait, on a une grosse brique sur tout ce qui va être dysfonctionnement érectile. Okay. Donc là, ça touche beaucoup d'hommes après 40 ans. Donc on a plusieurs. En fait, t'as plusieurs traitements pour ça. Tu vas avoir des traitements médicamenteux. Ou à la chirurgie. En passant par ce qu'on appelle du non-invasif, donc ça va être des ondes électromagnétiques, des ondes de choc électromagnétiques. On va appeler ça shockwave thérapie. Donc ça c'est sur par exemple le dysfonctionnement érectile. Après on a des services autour de l'élargissement du pénis. On a rigolé ça. Ouais, c'est ça. Donc ça voilà, on injecte de l'acide hyaluronique, mais on peut aussi faire des implants. Sur le pénis, on appelle ça une pénoplastie, pour ceux que ça intéresse. Et voilà. J'allais dire, tu as déjà vu les résultats? Parce que moi, ça me paraît fou, ça, en fait. Ouais. Ok. Ouais. Ça marche, hein, si tu vends ces trucs-là, c'est que derrière... Et après, tu as des cas, en fait, tu vas avoir, de tous les cas, tu vas avoir des cas dans lesquels c'est plus... pour l'élargissement, c'est que esthétique, mais par exemple pour le dysfonctionnement érectile, il y a aussi des implants, si tu veux, vraiment des implants, mais ça va être par exemple pour des personnes qui ont eu des opérations, par exemple de cancer de la prostate, et qui ont vraiment plus d'érection, et là du coup il faut il faut faire de la chirurgie pour venir mettre un implant, quoi. Donc voilà, donc en fait c'est des paniers moyens qui sont assez importants, c'est une niche, c'est réglementé parce qu'il faut quand même être médecin pour ça, et taille. Et donc voilà, moi ça cochait pas mal de cases. C'est un peu galère niveau marketing, je te cache pas, il y a quelques restrictions, mais on arrive quand même à faire du marketing. D'ailleurs, tu arrives à faire des ads et tout là-dessus ou pas? Ça saute souvent, mais... Je peux te plugger avec quelqu'un du coup. Bah je veux bien. On était avec lui mardi soir. Ouais, bah je veux bien. Ouais. Parce qu'il y a clairement un truc à faire. Parce que je vois des ads tous les jours, et je crois que c'est parce qu'on en a parlé, je crois. Ouais. Je vois des ads
de fais grandir ton jouet, alors qu'on est en Thaïlande, faudrait qu'il rapetississe, tu vois. Donc j'ai rigolé et je vois qu'ils sont pas fait bloquer, tu vois, ça me paraissait bizarre sur Instagram. Ouais, ça dépend en fait si tu as quelques règles, mais si tu parles pas directement de l'attribut normalement d'une personne, ça va. Si tu vois, si tu la shames pas, je sais pas comment dire en France, si tu la si en gros tu t'as des petites manières de tourner tes ads. Nous, on met en avant les médecins et en fait, on est plus dans des logiques d'information. Tu vois, on est plus sur du content, quoi. Ok, donc en gros, soin masculin, testo aussi. Testo. On fait aussi l'épilation laser, on fait les MST aussi, check des MST. On fait quoi d'autre? On fait aussi des health checks de manière générale, donc juste tester un peu ton sang pour voir tes KPIs. On va aussi ouvrir tout ce qui est longévité, ça c'est quelque chose qui se développe pas mal, donc pas mal de trucs. Et en fait, on veut ouvrir de manière générale à la santé masculine. Et même à la chirurgie masculine. Donc là, par exemple, je te donne juste un exemple sur et aussi la chirurgie esthétique, enfin l'esthétique. Donc tout ce qui va être botox, filler, on en a parlé. T'as plein de trucs autour du collagène de la peau, du skin booster. Il y a beaucoup de choses. Et sur la chirurgie, tu vas avoir, pour donner juste un exemple, un truc qui s'appelle gynécomastia. Donc ça va être par exemple les hommes qui prennent de l'hormone de croissance, qui vont avoir les pecs qui se développent un peu trop, comme des seins. Et là, qui vont vouloir faire une ablation en fait. J'ai entendu parler de ça. Donc t'as plein de petites choses comme ça qui peuvent être faites, quoi. Donc c'est vraiment très très large dans le médical. Ça va être vraiment intéressant en tout cas. Moi, je te l'ai déjà dit, si on peut rentrer, je rentre dans le business. Écoute, je te dirais une deuxième. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. Parce que t'avais mentionné ça juste avant. T'avais dit que tu voulais pas de resto. Moi, j'ai toujours eu l'idée que je ne voulais jamais avoir de l'argent dans un business où il y a de l'alcool, des trucs comme ça. Trop dangereux. T'es un mec qui picole, qui fout le bordel, boum, ton resto il perd en crédibilité, etc. Là, au moins, t'es sur un truc. Pour le coup, si on se rate, c'est aussi un peu dangereux, mais. C'est vrai que là, il faut pas rigoler. C'est vrai que c'est un autre. C'est pas non plus facile de faire ça, je pense. Non, t'as besoin d'être associé avec des médecins. Confiance. Ok. Et du coup, je suis curieux là-dessus. Combien de business t'as pu analyser avant de te dire je vais sur celui-là? Là, tu me dis que c'est tombé un petit peu par hasard, ça. C'est tombé un peu par hasard. Après, c'est un peu au feeling, je t'avoue, parce que en fait, je regardais beaucoup de l'IMO à la base. J'étais à 2 doigts de faire une opération IMO, et parce que l'IMO c'est quand même assez rentable en Thaïlande, mais par contre, ça dépend où, mais sur les îles, tu vois. Sur les îles, c'est incroyable. Sur Samui, une forte renta, Mais le truc, c'est que c'est beaucoup de cash, beaucoup de cash à mettre, et donc voilà, quoi. Donc c'était plus l'opportunité. Franchement, j'ai pas analysé. Je suis arrivé, j'étais un novice, un gros. T'es arrivé, t'as dit ok go, on fait quoi? J'ai fait ok go. Et c'est surtout, en fait, je pense que là où tu crées de la valeur ici, c'est l'échange de culture entre la culture thaï du business et la culture européenne, parce qu'en fait il y a plein d'éléments sur lesquels ils vont être meilleurs et plein sur lesquels on va apporter beaucoup aussi. Et voilà, et donc moi c'était surtout l'association avec donc mon associé qui s'appelle, j'en ai 2 qui s'appellent Ping et Win. En fait, j'ai vu en eux des bons associés, et c'est plutôt ça qui m'a donné le déclic, parce que pour moi c'est vraiment une question d'industrie, mais aussi de personnes, quoi. Clairement. Donc, faut les sentir, c'est vrai. C'est ça, parce que bon, tu pars quand même pour une aventure, t'es pas chez toi, tu vois, c'est pas les mêmes manières de bosser, donc moi, en Thaïlande, il y a beaucoup d'histoires quand même de gens qui se plantent. Quasiment. En tant que celle-ci, en fait. Les bonnes histoires, en général, elles sont un petit peu. Mais il y en a beaucoup aussi, mais en effet, c'est pas facile. Donc, je pense que c'est plus ça qui m'a. Et puis voilà, après, je pense que c'est t'as un peu d'expérience, un peu de flair, tu vois le truc. Après, tu prends le risque. Excellent. Et du coup, c'est quoi un petit peu là le projet sur les prochains. Écoute.
Là, maintenant je connais tout l'écosystème des cliniques en Thaïlande. C'est trop bien. Et franchement, ça me donne envie d'aller un peu plus loin parce que il y a BDMS Group, ce qui est le groupe de Bangkok Hospital, qui font 3 millions de dollars US par an, dont 1 milliard sur les étrangers. À Bangkok, ils ont 50, ils doivent avoir une cinquantaine d'établissements. Alors là, c'est de l'hospitalier, mais il y a des énormes groupes cotés aujourd'hui dans le secteur. Et en fait, voilà, il y a de quoi se développer. Donc le projet pour moi, là, à très court terme, c'est de doubler déjà le revenu. Donc ma cible là, c'est d'aller faire, pour donner quelques chiffres, pour que ce soit un peu concret, faire 10 millions de bahts j'ai envie d'atteindre 10 millions de bahts par mois là. Donc ça fait quoi? C'est 200 000 euros, un truc comme ça. 10 millions de bahts par mois. Peut-être un peu plus. Ouais, plus. 250. Tu sais à peu près, si c'est pas trop détaillant, le panier moyen en général, le panier moyen, ça dépend de la nationalité. Ça dépend beaucoup de la nationalité, mais on est dans les 500 euros quand même. Ok. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a différents services. Donc, il y a un mec qui va venir pour, je sais pas, prise de sang. T'as l'autre qui va venir pour c'est ça. Le package complet. Donc, ça fuse un peu. Ok. Mais globalement, ce que je peux te dire, c'est que c'est quand même très porteur. Tout ce qui est chirurgie, c'est ce qui chiffre le plus. C'est rentable. Quoi. J'avais rencontré un gars qui était de Corée. Il venait je crois, du Kazakhstan ou un truc comme ça. Et il a fait ses études en Corée. Et il était devenu, en fait... il vendait des produits coréens esthétiques et il voyageait un petit peu à Dubaï, etc. Et en fait, il faisait juste des deals. Il faisait des deals avec des cliniques et il prenait une com sur chaque deal. Et en fait, c'était incroyable. Il m'a dit, c'est n'importe quoi. En fait, c'est dans le secteur, je pense que c'est pas évident non plus parce qu'en Thaïlande, tu as beaucoup de cliniques esthétiques. Il y en a. C'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, parce que honnêtement, il y en a vraiment. C'est un océan rouge, quoi. Tous les 500 mètres, il y en a une. Et ça se bat beaucoup sur le prix en fait. Les Thaïs, leur manière de marketer, c'est beaucoup du package, du prix, etc. Je sais pas si tu vois, les pubs à la Thaï, ça clignote dans tous les sens, ils mettent des prix. Et donc en fait, il y a beaucoup d'éducation autour de ça, en fait, essayer de tenir son prix, d'avoir un bon argumentaire commercial, etc. Donc voilà, et en fonction des services, par exemple le Botox, c'est une commodité, c'est devenu une commodité. Le Botox, c'est tant c'est tant le temps de cesser, c'est tant de bahts, voilà. C'est ça. Donc après, tu fais la différence via ton médecin qui l'administre et sa réputation, via la qualité de ta clinique, via la qualité, est-ce que tu proposes autre chose, le combo, etc. Parce que si le produit en lui-même et l'injection, aujourd'hui, ça vaut plus grand chose. En tout cas, il y a plus trop, il y a moins de marge. Donc il y a beaucoup de volume, mais c'est vrai qu'il y a certains services où tu as quand même une très très forte concurrence, quoi. Donc il faut réussir à se démarquer. Moi, mon play, c'est d'essayer de rendre l'expérience un peu meilleure que ce qu'elle peut être actuellement, que ce soit en ligne ou hors ligne. Juste par exemple, tu vois, un truc tout con, mais en France, on a une boîte qui s'appelle charles.co que je regarde pas mal, ou aux US, ils ont Imen Earth. Et en fait, ils distribuent, même en ligne, tu vois, des prescriptions médicales, ils font la consultation en ligne, ils distribuent aussi des médicaments potentiellement par voie postale, etc. Donc en fait, si on arrive à digitaliser le parcours et faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de se rendre à chaque fois dans une localisation physique, on peut vraiment aussi élargir la cible. Ouais, ça peut être un truc intéressant aussi à développer. Puis il y a aussi, tu vois, en Thaïlande, il y a des massages de partout, tu vois. Et des fois, tu préfères un massage juste parce qu'il y a un truc en plus. Moi, tu vois, il y a un massage que j'adore. Le truc en plus qu'il a des autres, c'est juste, il te met une écharpe chaude quand tu fais ton massage des pieds. La chaise, le truc, et juste ça, en fait, ça change tout. Comme tu dis, la chaise, si tu arrives à trouver tous ces petits détails et les mettre dans ton endroit, TikTok, ça va se faire tout seul. Le SEO, pareil. Tu as les avis clients aussi, il y a Google My Review. Tout ça en Thaïlande, ça déconne pas, tu vois. C'est un énorme truc. Donc, c'est ça, c'est en fait cocher un peu tout. En fait, c'est là où je pense qu'on peut apporter en tant qu'étranger ici. C'est voilà, des choses, peut-être
pas plus stratégique, mais en fait, c'est de penser un peu plus 360 et long terme. Là où ici, ça va être très discount short term. C'est exactement ça. Voilà, tu vois, ça va être un peu plus dans la construction pour valoriser l'entreprise, quoi. Et je pense que là-dessus, on peut apporter. Excellent, excellent. C'est un projet intéressant. Moi, tu m'as hypé. Là, j'investis demain si tu veux. Bah écoute, à voir, parce que à voir si on ouvre d'autres localisations. Moi, j'aimerais bien, j'ai pas encore la réponse, mais tu vois, s'il faut. Tu vois, si on ouvre à Phuket, est-ce qu'on arrive à vraiment aussi drainer une clientèle locale voilà. Phuket, c'est russe, à fond la caisse. Hein. Donc, Phuket, ça peut être un bon truc. Hein. Ouais, je pense, ouais. C'est vrai que... Ouais, sûrement explorer. En fait, le truc, c'est que quand t'es une agence, ce qui est ultra frustrant, c'est que tu t'appliques pas tes conseils, en fait. Enfin, tu les appliques pas vraiment, parce que... Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, peut-être des boîtes à créer leur business, en fait, à se développer. Et toi, tu vends ça, en fait. Donc, en fait, parfois, tu te dis... alors, souvent, t'as pas envie d'être tes clients. Il y a beaucoup de business que t'as pas envie d'être. Mais il y en a quelques-uns qui marche très bien et tu te dis en fait si moi j'appliquais mes conseils marketing, le truc je le ferais éclater, tu vois. Il y a eu ça avec un collègue qui va passer aussi dans le podcast. Lui il faisait de la gestion ads pour des e-commerce et en fait il a vu les braquages que ça fait, tu vois, et il s'est dit mais en fait je vais faire ma marque parce que j'en ai marre d'avoir du social là, tu vois, et donc il a lancé sa marque et là ça explose, tu vois. Et en fait c'est exactement ce que tu dis, c'est en fait pourquoi se faire chier à le faire pour les autres alors que j'ai toutes les compétences, le temps et l'argent pour le faire pour moi. C'est ça. Donc, et là, ce qui est bien, ce que tu as fait, c'est que tu as continué à garder ton rythme avec ton agence et tu as réussi à faire le double taf, de gérer l'agence et de faire ton truc à côté. Donc ça, c'est chapeau, hein, franchement. C'est bien aussi. Moi, c'est un peu l'idée que j'ai aussi, c'est que j'ai fait plusieurs créneaux axés autour du SEO et du e-commerce. J'ai toujours gardé mes shops e-commerce derrière, tu vois. Et là, j'en suis dans une phase où, un petit peu comme tu parlais de capitalisation, là en fait j'en suis maintenant au niveau où ça fait 8 ans que je fais ça. Je vais arrêter en fait d'acheter des sites pour moi et je vais faire une sorte de fonds d'investissement et je vais faire rentrer l'argent de tout le monde et je vais leur dire écoute, ça fait 8 ans que je fais ça, tu sais que ça va marcher, donc achetons des sites ensemble. Parce que là en fait toi tu gardais tes sites, tu gardais plus, tu bailles et tu construis et tu gardes, quoi. Exactement, en fait ça fait 8 ans, je crée un site où j'en rachète un pas cher, je le retape et puis je le revends 6 mois, 12 mois après. Et je fais un plus 800. Ah, mais tu le revends à chaque fois, quoi. Ou parfois en général, ça dépend, tu vois. Mais souvent, j'aime bien, même si le site est rentable, j'aime bien en fait le vendre parce que je l'ai dans un coin de ma tête et de me repasser mon énergie sur un nouveau truc, tu vois. Même projet, si pour moi, à l'heure actuelle, l'e-commerce c'est plus rentable, parce que j'ai de l'immobilier en France. Pour moi, l'e-commerce c'est plus rentable, c'est plus cool à gérer que de l'immobilier, tu vois. Mais quand un site me saoule, je le tèche, quoi. Même si j'en ai quelques-uns que je garde depuis longtemps, tu vois. Il y a mes petits favoris que je garde. Quand on voit c'est ça. Mais du coup, l'idée, c'est ça. Je me dis, ça fait 8 ans que je capitalise pas sur, comme tu le fais toi, une boîte. Alors que même si j'aurais plus les sites que j'ai vendus il y a 2 ans, par exemple, ou il y a 3 ans, j'aurais pu les faire valoriser dans cette boîte. J'aurais pu dire, écoute, on a un bilan, on a fait un site qu'on a acheté tant, on l'a revendu tant, voilà le gros. Et c'est là où j'ai eu un tilt récemment. Puis j'ai un collègue qui fait du private equity, mais à haut niveau. Et moi, en fait, j'ai envie de faire du private equity, mais à bas niveau. C'est-à-dire racheter plein de petits sites, de petits business où tu connais très bien. C'est peut-être mieux de prendre un truc qui n'est pas très bien optimisé que de prendre un truc qui est déjà bien optimisé où tu auras moins de step-up à faire dessus, tu vois. Là, je sais qu'en fait, je vais racheter des trucs, je vais faire ça. Ça va monter direct. Donc, c'est vrai, quand tu sais, quand t'as le process derrière, en fait. Mais comme c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, avec l'expérience, maintenant, t'as moins de crainte entre guillemets sur ton cœur d'expertise qui est en fait de faire exploser les sites. Donc en fait, tu es capable de prendre peut-être plus de risques sur ton modèle d'affaires. Parce qu'en fait, tu es hyper serein sur ta capacité à améliorer un site, quoi. C'est ça, Donc c'est juste une question maintenant d'organisation, c'est-à-dire que au lieu de le faire pour toi, tu le fais pour un groupe où tu prends une com au passage sur l'argent des autres, quoi. Private equity, c'est ça. On rachète, moi je prends 20 à 30% sur le revenu, sachant qu'on gère tout, tu vois. Mais tu fais ça beaucoup plus à plus grosse échelle. Je pourrais racheter tous les sites, quoi. Parce que je suis aussi broker, tu vois, les gens viennent me voir pour vendre leur site. Et là j'en refuse, mais alors qu'en fait je pourrais tous les acheter. Et ça c'est cool parce que tu as aussi les datas, quoi. Tu vois ce qui se passe sur le marché. C'est pour ça que là au bout d'un moment je commence à me dire, en fait je rachète tout. Parce que tu sais, c'est comme tout business. Tu vas en racheter un,
2, c'est comme l'immobilier aussi, tu as les chances qu'il y en ait un ou deux qui pètent, tu vois. Mais si tu en rachètes 20 et qu'il y en a 5 qui pètent, mais 2 ou 3 qui explosent, les 2 ou 3, ils ont tellement explosé qu'en fait, ils ont épongé toutes les pertes et les losses des autres business. Donc c'est trop rentable. Rentable. Donc ça va être ça. Parce que toi, typiquement, à chaque fois, tu cherches à faire sur tes sites, comment tu vois le truc? C'est en mode, t'as un chiffre minimum que tu veux générer ou... Non. Moi, en fait, ce que je veux fabriquer, c'est des business qui sont pas dépendants de toi et le moins dépendant d'autre chose. Je te prends un exemple, mais entre un business, je te prends un exemple tout bête. Imagine, tu as une marque de pantalons. Et en fait, ton gros de ton marketing, c'est de prendre tes pantalons, les envoyer à des modèles Insta, faire des shootings, avoir de la social proof avec des créatives, des trucs comme ça. En plus du SEO, tu vois, ça peut imprimer, c'est cool. Mais à l'opposé, moi, je préfère un business, par exemple, où tu vends des pendules. Le site, il est premier sur Google sur le mot-clé pendule. Pas besoin de faire de marketing organique, en fait, avec les ads ou Insta, etc. Tu as juste besoin d'être premier sur Google, d'envoyer peut-être un petit peu de Google Shopping et le business il est géré en calbut dans ton salon ou dans ton bureau, tu vois. Et moi je préfère celui-ci que l'autre qui pourrait imprimer plus. Donc je suis plus dans l'optique de racheter un max de business du type pendule pour les stacker, prendre un max de position sur les SERP sur différentes niches. Très très niché quoi. Exactement. Très niché. Et du coup tu vois, c'est pas des sites qui vont faire comme toi tu peux faire en chirurgie, tu vois, 10 millions par mois, donc 200 000, moi je fais pas ça. Mais par contre j'ai plusieurs sites, tu vois. Et donc le risque est diminué. La gestion elle est vachement cool parce que concrètement j'ai un fournisseur en Chine, il est plugué sur la boutique Shopify et il passe les commandes. Il m'envoie une facture tous les 15 jours. Et voilà, donc moi c'est plus ça que j'essaie de faire. Même si tu vois, j'ai des collègues à Bangkok qui font des revenus mais incroyables, ils ont un seul shop. Un seul site aux US ou un truc. Et ils font carnage. Donc tu vois, il y a vraiment différents profils. C'est un autre business model. C'est comme, tu vois, imagine, toi, tu as une clinique qui brasse énormément. Et à l'opposé, imagine, tu en as une, mais dans chaque ville de Thaïlande. Mais une petite moyenne, tu vois. Je pense qu'il y a deux profils. Clairement. Et donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est en fait de tout racheter. Et comme tu le fais, toi, c'est d'avoir un pôle dans ma compagnie où je peux avoir une team de confiance pour chaque différente task. Là, on vient de racheter un site. Il faut que le Google Ads soit setup. Allez-y, tu vois, faire tourner tout ça. Ça va être le vrai challenge. Je pense que c'est la clé souvent, c'est réussir à venir un peu mettre ton logiciel ou ton équipe dans un truc et de processer pour que ce soit toujours un peu la même. C'est là où c'est challengeant, tu vois. C'est là où c'est challengeant, mais je veux dire, en fait, c'est là où, juste parce que tu t'organises comme ça, moi, ça s'est passé comme ça, moi, cette année avec le groupe, là, c'est qu'en fait, même sans le vouloir, en faisant 3, 4, 5 agences différentes avec des marques différentes, j'ai vu des tendances, j'ai vu des trucs que je voyais pas avant. Juste parce que je l'ai fait à plus grande échelle en fait. C'est intéressant. Tu sais, comme la recette en fait, la recette, tu as quand tu fais plusieurs gâteaux à la fois, bah tu te rends compte que la recette comment dire, la recette du beau gâteau ou... imaginons, tu fais, je sais pas, c'est une métaphore à la con, mais tu fais un gâteau à la vanille, un gâteau sablé, un Paris-Brest, un machin. Bah en fait, quand tu arrives à ton 5e, ton Paris-Brest, en fait, ça te donne une idée sur ton... En fait, je sais pas, tu te rends compte que, en fait, je sais pas, la farine, faut la mélanger beaucoup plus longtemps pour qu'il soit bon. Je vois ce que tu veux dire. En fait, soit tu l'as appris sur le numéro 1, soit tu l'as appris sur le numéro 2. Peu importe là où tu l'as appris. Mais en fait, tu apprends des trucs partout que tu peux réappliquer. Donc en fait, tu scales un peu ton apprentissage en multipliant, tu vois, et tu vois des tendances, quoi, tu vois, parce qu'en fait, si tu fais globalement, c'est à peu près la même activité, tu vois des grosses tendances à reproduire. Tu vois, moi, par exemple, dans le monde du service, il y a vraiment une recette. Il y a un staff cost à respecter, il y a un budget marketing à mettre, il y a des leviers à activer pour générer la clientèle, il y a des types de propals à faire. Enfin, tout business, tu pourrais le découper en process. C'est ça. Et en fait, c'est juste, même si que tu vendes ça ou ça, à la fin, oui, t'as pas vendu la même chose, mais c'est le même process, quoi.
Donc, je trouve que le business que tu décris de faire ça sous un fond et d'accélérer, ça va t'apprendre encore plus sur comment procéder le truc. Parce que moi, je te dis honnêtement, ça fait 8 ans que je fais ça. Je travaille avec Upwork. J'ai une mini agence aux Philippines que j'ai fait en fait naturellement. Tu vois, j'ai pris une nana qui bossait bien aux Philippines. Puis je lui ai dit en mode concurrence, je vais devoir recruter d'autres personnes parce que t'es trop lente. Et c'est elle qui m'a dit, attends, moi je vais recruter une équipe aux Philippines. En fait, on s'est créé une mini agence avec elle où je lui ai dit, écoute, vas-y, on bosse ensemble. T'as tout le truc. Et là, tu vois, si je passe en mode corporate, en fait, là, il y a des investisseurs qui attendront que je fasse un truc. Donc, je serai vraiment en mode, je pilote et je set up comment dire, un studio, quoi. Ouais, une vraie structure dans chacun des différents axes. Donc, c'est plus intéressant et ça te permet, en fait, encore une fois de scaler. Parce que moi, tu vois, le volume que je peux avoir, ça peut être peut-être 1 ou 2 shops par mois, grand max. Et encore, j'ai ralenti parce que c'est déjà beaucoup. Faut que ça soit, faut que ça aille bien, tu vois. Et là, en fait, moi, l'objectif, ça serait d'en racheter un max, tu vois, sans limite chaque mois, tu vois. On en rachète un, boum, on le fout dans les vannes. Et ce qui est cool, c'est qu'avec l'IA maintenant, c'est possible, quoi. C'est-à-dire que si t'as j'imagine que si tu automatises bien le truc. Alors, je fais quand même gaffe, tu vois. Je prends un exemple, mais un site que je vais racheter qui a des bonnes perfs. Je vais pas le foutre sous l'IA directement, on va quand même le faire un petit peu plus pointilleux. Il y a du semi, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que l'IA c'est un très bon jouet, mais si tu le files à quelqu'un qui pense que ah oui, je suis d'accord. Ça fait n'importe quoi. J'ai eu des élèves qui m'ont dit j'ai perdu tout mon trafic. Je lui demande comment il a fait le truc. En fait, s'il a encore les prompts dans son article de blog. Conclusion, machin. Mais c'est sûr que si t'as pas si tu connais pas le sujet. Alors tu peux demander à l'IA de te l'apprendre, mais en fait à un moment donné tu seras juste moins bon sur ton prompt et sur ton résultat final. C'est moyen. Parce que t'as pas cette compétence, quoi. Donc, du coup, juste avant qu'on arrête là-bas sur le business, je pense qu'on a fait un bon tour sur le business. Donne-nous un petit peu ton retour sur la Thaïlande. Ça fait 1 an que tu es là. Le sourire direct. C'est quoi? Parce que nous, en business ou ce que tu veux. J'aime bien demander à chaque fois parce que les gens ils savent, là, ceux qui nous écoutent, vous savez qu'on est en Thaïlande. Moi, vous savez que je kiffe ce pays. Donc, j'aime bien aussi demander l'avis à ceux qui sont là. Non, en fait c'est ça que j'aime bien ici, c'est que y en a vraiment. En fait, c'est, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vis un peu à ton comme tu veux, en fait. Il y a tout ce que tu veux et c'est à toi de tout est ok. Et tout est et tu peux en fait tu peux tout avoir en 2 heures, quoi. C'est-à-dire que tu peux à la fois te retrouver dans une soirée malade. Là, si tu veux, je suis sûr il y a une soirée, je suis sûr il y a une rave party quelque part. En ce moment, on prend un mojito dans 2 heures, c'est sûr. C'est ça. Je pense que voilà, et ça peut ne pas terminer pendant 48 heures. Et autant là, tu vas à la salle à côté. Il y a 200 personnes qui sont en train de se buter, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est incroyable. Voilà, tu veux commander. Moi, ce que j'aime bien comme exemple, c'était sur Grab. Tu veux une limonade, t'as des shops de limonade. C'est vrai. Tu veux un cinnamon bun, t'as des shops à cinnamon bun. Tu veux tu veux un grilled cheese, il y a un shop à grilled cheese. Donc, en fait, t'as vraiment. Donc voilà, moi j'aime bien cette variété, ce côté de dire, en fait, tu peux choisir tout ce que tu veux et faire un peu ta semaine comme tu veux. J'aime bien le côté business parce que je trouve qu'ils sont très. Moi, je bosse. J'aime bien cette culture un peu américaine, un peu de ça va vite, ça délivre. Et tu vois, je peux envoyer un message. Alors, faut pas dire ça en France, mais à 23h à Ping ou à qui que ce soit, ça répond, quoi. Tu vois. En fait, il y a pas trop de distinction week-end, soir, week-end, etc. Ça bosse. Ça, c'est cool. C'est assez cool en tout cas d'avoir l'option, c'est-à-dire que si t'as pas envie d'être dérangé, tu réponds pas, mais voilà, il y a un peu moins ces contraintes qu'en France. Et après voilà, le lifestyle, il fait chaud, donc forcément t'as un peu plus le culte du corps, de la fitness et tout. Ça, je trouve ça hyper agréable. Et après en termes de service, c'est vrai que c'est exceptionnel, quoi. C'est en termes de service, de sécurité. D'ailleurs, je regardais un truc sur ça. C'est incroyable. Ouais, je regardais ça, mais sur ce que j'étais en train de débattre sur un sujet de sécurité, justement.
alors pas forcément qu'avec la France, mais de manière générale. Et en fait, sur le Travel Advisory du gouvernement des US, ils ont des pages pour chaque pays pour dire niveau 1, niveau 2, ouais, niveau 3. Ok, je vois. La Thaïlande, c'est en niveau 1, donc c'est-à-dire précaution normale. France, c'est niveau 2. C'est, je sais plus c'est quoi, mais extra précaution. J'y crois pas trop, moi je mettrais un 3 en France. J'en parlais avec une petite... il y a pas longtemps. Je disais, mais si, tu vois, comme tu es habillé là, si tu vas en France, moi je suis pas serein, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, tu verras la France comme moi je veux que tu la vois. Ça sera taxi privé. En fait, ça sera un chemin tout préfet. Il n'y aura pas de on va se balader dans la rue le soir à 23h. Non. Tu vois. Ouais. Et tu vois, la Thaïlande. C'est avec le scout. C'est le casque. Ah ouais. Tu mets pas le nez. En fait, ici, tu mets le Neyman. Ils te disent non mais enlève-le parce qu'en fait si jamais il y a quelqu'un qui arrive va le bouger, toi t'es là tu vas le bouger non tu ne mets pas le Neyman, tu laisses ton casque sur le truc, les clés, aucun antivol, aucun bloc disque, aucun antivol. Moi, je me suis fait soulever deux motos, un T-Max et et un GS en France dans mon garage. Tu dois en avoir marre à force, non? Tu sais qu'en Thaïlande, moi ça m'est arrivé sur les îles ou même à Kanchanaburi, je crois que ça m'était arrivé. Qui était il y a pas longtemps en plus. J'avais posé mon téléphone sur le scoot, tu vois, sur je sais plus comment on appelle ça, le porte-téléphone. Et j'étais parti manger. Et je suis là en mode putain, Milou, mon téléphone, je l'ai perdu et tout. Puis je cherche, je retourne au scooter, j'ouvre le coffre, je le vois pas. Je suis putain, merde, je l'ai perdu et tout. Je retourne manger et tout. Et puis je retourne sur le scoot en mode ok, j'y vais. J'étais avec mon ex à cette époque-là, c'est vraiment. Puis je regarde de ce coup, je dis, ah putain, mais il était là mon téléphone. Et genre 1h30, tu vois, toujours là. C'est incroyable. Et donc, tu vois, c'est ça. Et pareil, c'est mardi soir quand on s'est vu en soirée. Bon, c'est pas la sécurité, mais genre, on a filé un tips au videur, pas au videur, au vigile, tu vois, pendant toute la soirée. Dès que je me décalais de la table, il prenait son flash, il m'éclairait les pieds comme ça. Et j'étais là, mais putain, je lui ai juste donné 1000 bahts, quoi. Et le service, tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, tu connais Dragon Ball, j'imagine. Tu vois, tu sais, quand ils sont sur leur petit nuage en train de se balader et tout. Bah, c'est ça, en fait. La Thaïlande, t'es sur ton petit nuage et tu vas où tu veux aller. Tu fais ce que tu veux. Ouais, en fait, personne t'embête. Tout le monde fait sa vie. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a vraiment pas de jugement. Et je pense que c'est assez différent que d'autres pays en Asie, tu vois. Genre, par exemple, au Japon, les tatouages, juste dans les salles de sport, tu peux pas, tu vois, par exemple. Ici, il y a zéro jugement de rien. Ouais. Après, je pense qu'il y a quand même là où je comprends d'autres personnes, tu vois, sur, par exemple, qui pourraient avoir ce débat-là, c'est que ici, il n'y a pas de jugement, mais par contre, il y a des limites implicites. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça après quelques années ici, mais tu sais qu'il y a quand même des choses. En fait, tu deviens, je sais pas, c'est peut-être l'air ambiant ou la culture locale, mais tu deviens beaucoup plus. Moi, je le trouve après un an ici, tu deviens beaucoup plus. Tu t'assagis. Enfin, je sais pas le mot, mais tu te permettrais jamais certaines choses, certains manques de respect. Tu deviens un peu asiatique en fait. Quand t'es là. Tu vois tout le monde, tu fais gaffe à des petits détails. En fait, et en fait, implicitement, les gens s'auto-brident, s'auto-régulent. Et donc, en fait, toi, quand tu vis ici, tu t'auto-mets des... Voilà, je sais pas comment... Je sais pas si t'as le même ressenti. Moi, je pense que c'est en Asie, en fait, il y a un sens de l'honneur et du respect qu'on trouve pas ailleurs. Et donc c'est bien parce que du coup tu vois par exemple tu rencontres c'est la glue sociale quoi. Tu rencontres une personne tout de suite respectueuse, mais comme tu disais j'étais il y a pas longtemps avec une fille et voilà on finit la soirée, je la raccompagne chez elle et moi elle était un peu bourrée, tu vois, je l'ai ramenée et elle me dit ciao, enfin elle me dit même pas ciao, elle part comme ça. Et les premières fois où ça m'est arrivé, tu vois, je me disais putain j'ai fait un truc chelou, j'ai foiré le truc. C'est totalement normal ici. Genre, ici, ils disent bonjour comme ils disent au revoir. Et des fois, tu sais, quand tu rencontres une personne pour la première fois, toi, tu es là en tant que Français. Tu fais comme ça, eux, ils sont là. Ok. Normal, en fait. Donc, comme tu dis, il y a une culture où. Même moi, après 7 ans, j'ai pas encore tout compris. Tu vois. Ah ouais, non, c'est assez complexe. Hein. C'est spécial. C'est assez complexe. Moi après.
Ça fait longtemps maintenant que je connais la Thaïlande. Je suis toujours en train non, la culture, et je suis toujours en train d'apprendre des trucs et de voir des différences des petites variations que j'avais pas perçues avant. C'est assez complexe et au final à bien comprendre. Hein, mais je trouve que voilà, en tout cas, t'as une sensation de liberté, mais en fait parce que les gens à la fin s'autorégulent et ont un comportement beaucoup plus civil, avec beaucoup plus de civilité qu'ailleurs, tu vois. En fait, moi, parfois j'aime bien prendre l'exemple de tu mets des feux rouges partout, mais en fait tu vas 100 km/h jusqu'au prochain feu rouge. Et là tu piles. Tu vois, ici il n'y a pas de feu rouge. C'est vrai. Donc en fait, l'intersection, soit si tu peux y aller à 100, mais tu vas probablement te prendre une caisse. C'est vrai. Donc, et en fait, il y a plein de ces exemples-là. Genre, tu peux arriver, tu peux conduire sans casque, sans rien, mais si tu le fais et que tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de casque, tu n'as pas de permis, c'est à tes risques et périls en fait. Exactement. Et on va te ramasser à la petite cuillère. En fait, on va même pas te ramasser parce que tu n'auras même pas d'assurance. C'est ça le truc. Alors ça va être ça baille quoi. Alors que peut-être en Europe, c'est est-ce que tu as ton assurance? Tu pourras pas rouler, tu pourras rien faire sans. En fait, on va te materner. Ici, on va pas te materner. On va dire tu fais ce que tu veux. Par contre, c'est vrai que c'est bien que tu mentionnes ça parce que encore une fois, comme tu dis, il y a différents profils. Il y en a qui viennent, qui se croient les rois du pétrole et qui partent en couille complet. Et moi, je l'ai fait les premiers mois où je suis arrivé ici. Nos brides, c'était soirée tous les soirs, machin. J'étais à la petite cuillère le lendemain, machin. Et maintenant, je me suis assagi. Et maintenant, je sais. Et puis, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Je sais tout de suite. Alors, lui, il sait pas se tenir, tu vois. Et il y en a d'autres, tu vois, tu sais qu'ils arrivent à avoir une discipline et tout, tu vois. T'as une grosse différence entre les touristes, on va dire, et et nous qui vivons. Clairement. Les touristes, ils sont là, ils savent qu'ils repartent dans 2 semaines, tu vois. Donc, c'est pas du tout le même mindset. Donc, mais même moi je vois en termes de consommation, même en termes de panier moyen, en termes de comment ils agissent et comment ils perçoivent aussi la Thaïlande, parce qu'en fait t'as vraiment, tu connais, mais t'as vraiment la Thaïlande du touriste entre guillemets, et la Thaïlande du local qui est aussi pas la même aussi quoi. C'est pas forcément les mêmes spots, c'est pas forcément les mêmes. Et en fait c'est même Bangkok, c'est incroyable parce que du coup personnellement je peux avoir plusieurs types de relations. En fait, tu vois, en fonction des personnes avec qui tu es, Bangkok est visuellement différent. C'est vrai. Et donc, tu peux faire du ISO, donc High Society, aller dans des boîtes, des clubs, des cocktail bars hyper classe. Et voir du coup des gens qui sont super intéressants, qui ont un business, machin. À l'opposé, tu peux aller faire aussi des barbecues thaï sur des chaises en plastique, où c'est tout aussi cool. Ça c'est le. Non mais c'est le schéma. Sans chaise même. Des fois il y a pas de chaise en fait. Des fois c'est des palettes. Et tu vois, tu passes un putain de bon moment. Tu passes ça avec des gens cool. La bouffe elle est bonne. Tu payes 100 bahts. Tu vois, il y a vraiment. C'est ça, t'as tous les étages. Et au-delà de ça, moi je trouve que c'est une ville qui est. Moi c'est le côté plus business pour le coup qui ressort. Mais je trouve que c'est une ville qui est très, très motivante et très énergisante. Ça te donne envie de faire un max d'oseille. Ouais, de dingue. Gentiment, tu vois. Mais pas de faire un braquage, mais moi ça me donne. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi la vision. Il y a la vision de la Thaïlande, de Khao San Road ou de Phuket ou machin. Mais la vision des gratte-ciel et des belles voitures et des endroits de luxe, etc. Souvent on la montre moins, je trouve. Enfin, il y a que les locaux mais en fait Bangkok c'est une ville c'est une mégalopole déjà qui est colossale. Et il y a des endroits qui sont juste mais tu retrouves des palaces, tu trouves pas ça à Paris, tu trouves pas ça quoi. Enfin, ça n'existe pas quoi. Tellement de diversité, c'est incroyable. Donc ça je trouve que c'est motivant parce que t'as quand même enfin, faut aussi se remettre dans le contexte asiatique. Ici, ils ont une complètement différente valeur de l'argent et du statut social que ça amène, de la place de l'argent et du business. C'est pas du tout tabou, voire c'est même célébré. D'ailleurs, les Chinois qui tiennent le business ici, enfin le nouveau, même bonne année, ça veut dire, ils disent concrètement gagnent beaucoup d'argent. Enfin c'est la culture. Donc en fait c'est je pense que c'est quand tu te remets dans le contexte local et pas européen,
tu sens que t'es un peu comme parfois où tu peux la douer, tu sens que t'es pauvre et tu sens que t'as des niveaux à passer en fait. Exactement. Et moi c'est quelque chose que j'avais moins, c'est un ressenti que t'as moins je trouve en Occident, parce que voilà, socialement c'est moins le schéma quoi. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Mais ici c'est vraiment dans la culture, hein. Tu vois, alors ils vont au temple bouddhiste. T'as Ganesha aussi qu'on voit souvent en Thaïlande, le dieu éléphant hindou. Et c'est exactement ce que tu dis. Eux, ils prient, tu leur dis, je parlais des petites, qu'est-ce que t'as fait? J'ai prié, pourquoi? Pour faire un max oseille. Je veux de l'argent, moi. Tu vois, et il n'y a pas de honte, tu vois. Et tu vois, par exemple, tu vas en France, qu'est-ce que t'as fait? J'ai prié. C'est bien, tu vois, tu pries pour que ta famille aille bien ou des trucs comme ça, mais ils se disent pas, richesse, machin. Il y a vraiment une culture là-dessus qui s'en cache pas. Et nous, parfois, on le prend mal dans le sens où on se dit, en fait, cette personne-là s'intéresse qu'à moi à cause de l'argent, voilà. Mais en fait, ici, c'est encore une fois, différence biais culturel. Ici, c'est pas mal vu, en fait. C'est pas quelque chose de mal. Et en fait, nous, avec le prisme européen, on prend ça pour quelque chose de dégradant et tout. Ici, c'est limite une fierté de pouvoir assumer pour sa famille, en fait. Donc, c'est bien, franchement. Donc, c'est. Après, quoi qu'on en pense, moi je trouve ça enrichissant. Je trouve ça enrichissant quoi, en tant que, enfin, t'apprends beaucoup de choses en fait, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, mais particulièrement en Asie, t'apprends beaucoup de choses, je trouve, t'apprends un autre pan de culture quoi, par rapport à l'Occident, mais complètement différent. C'est ça qui est bien. Moi, j'en apprends tous les jours. Hein. Thaïlande, c'est vraiment top. Si on peut te demander un petit tips. Petit conseil pour les gens, peut-être qui voudraient lancer leur agence ou qui voudraient ouvrir un business en Thaïlande. Ce serait quoi un petit peu tes conseils sur Qu'est-ce qu'ils font d'après toi que tu penses que tu en es arrivé là aujourd'hui? Parce que je t'ai pas fait féliciter, mais mec, déjà, bravo pour ce que tu as fait. Genre, c'est insane. Merci. 35 ans, t'es bien, tu vois. Gentil. T'es bien. Physiquement au top, tu fais du sport. T'as ta clinique de Botox, t'es tranquille jusqu'à. Je vais pouvoir me faire des injections. Tu pourras avoir Désolé pour la vulgarité, mais tu pourras avoir le braquenard jusqu'à la fin de ta vie. T'as tout ce qu'il faut. T'as le setup complet. Donc, non, c'est bien, t'as bien. Écoute, j'en parlais pas plus tard que tout à l'heure avec un pote. Moi, c'est plus voilà, j'ai plus un côté compète et donc j'essaye de nourrir ça, on va dire. Le conseil que je pourrais donner, moi, ce qui m'a quand même beaucoup aidé, c'est les compétences en marketing et en vente. Pour ceux qui sont intéressés par le business, je pense que c'est vraiment des compétences qui sont réutilisables dans beaucoup de cas. Tu vois, le SEO, le paid, savoir, tu vois, vendre, argumenter, etc. Je trouve que c'est voilà. Et puis après, c'est voilà, donc ce serait ça mon conseil. Et après, c'est des conseils tout. Enfin, franchement, après, je vais paraître un peu bateau, mais à la fin de la journée, et je pense qu'en vieillissant, c'est de plus en plus ça. C'est la santé, avant tout. Être bien dans son corps, aller se faire des petites balades au parc. En fait, aligner son lifestyle avec des choses simples, mais en fait, être aligné avec soi-même. Bien dormir, bien manger, faire du sport, ça permet d'être résilient sur le long terme, de ne pas avoir des sauts d'humeur, d'être stable, et ensuite le reste va venir s'additionner. Tu rajoutes une petite dose de foi en l'avenir et t'écoutes pas trop les nouvelles, tu fais attention à ce que tu mets dans ton cerveau. Et voilà, et le tour est joué en fait, c'est assez simple. Et d'ailleurs, je trouve que c'est... Ici, je trouve que c'est un truc rafraîchissant à Bangkok, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on rencontre quand même pas mal de profils hyper intéressants, et des jeunes qui, moi, m'impressionnent, qui ont 20 ans, qui font des millions en ligne et tout, et là, mais tu sors surtout, d'où? Voilà, t'as 35 ans, toi. J'en ai 33, on est du même âge. Mais t'en vois, ils sont là, ils vendent peu importe aux US, en truc, et en fait... Choqué. Ouais, t'es choqué, en fait, ça c'est hyper... Moi, ça me met une tarte à chaque fois. Hein. Je parle et puis je lui dis t'as quel âge? Il me dit par exemple 21, 22. Et puis tu sais, en général, je suis alcoolisé quand c'est en soirée que tu rencontres des gens. Et je commence à me dire putain, mais il est bien. Genre, c'est choquant. Et du coup, moi, je suis en mode comment tu fais? Raconte-moi comment tu fais. Je suis curieux. Parce que en fait, même c'est plus jeune, c'est des livres d'histoire en fait. C'est ça qui est trop intéressant.
En fait, j'ai une théorie sur ça, c'est qu'en fait, ici, vu que tu peux pas, enfin, personne bosse pour des boîtes locales, bah en fait, c'est que des gens qui ont quand même, à un moment donné, compris, qui sont indépendants, qui ont fait leur propre business, donc c'est quand même une certaine. Déjà, ils sont partis aussi loin, qui ont fait leur business, donc c'est une certaine typologie aussi de profil. Et je pense qu'avec les outils aujourd'hui, l'IA, le digital, bah, parfois, ils ont compris comment assez rapidement scaler des business, et je trouve ça assez dingue, quoi. Donc ça c'est vraiment c'est assez dingue. C'est la Thaïlande, je te dis, on est trop bien là. On est trop bien. Ouais, mais c'est ça reflète bien un peu notre discussion, c'est que t'as peut-être tout, quoi, tu vois. Moi, je pensais pas non plus faire ce que je fais avec la clinique. Ouais, c'est vrai. J'en parle, c'est vrai que c'est marrant, c'est drôle, parce que bon, ça touche santé sexuelle sujet, et tout, mais tu vois, c'est un peu ça ici. C'est en fait, tu viens comme tu es, tu découvres des trucs des gens, et ça t'enrichit, quoi. Donc je trouve que c'est ça qui est cool. C'est ça, t'as bien surfé sur le truc aussi. Ouais, après faut savoir prendre mais en tout cas pour les je pense que voilà, juste de voyager et de venir et d'être assez de se focus sur la simplicité, les bonnes choses. Bah écoute, je te remercie. On a fait un bon tour. Toi, merci de votre dispo. T'as une chaîne YouTube, je crois. Ouais, j'ai une chaîne YouTube aussi. Je mettrai tout en bio. Ta boîte, etc. Pas de soucis. Ou ton Insta, enfin bref, si les gens veulent te parler, parce que du coup peut-être qu'ils auront des questions sur l'agence ou je ne sais quoi. Merci de votre dispo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, patati patata, vous connaissez la suite. Ciao, merci de ta dispo et franchement beau parcours, incroyable. Merci.